eu ces problèmes-là, c'est la faute de l'école. Donc déduction logique, c'est si l'école est le problème, elle est aussi la solution. L'éducation, c'est l'un de ces domaines où absolument tout le monde a un avis. On a cette possibilité de l'éducation populaire gratuite pour tous, 24 heures sur 24, permanente, qui est formidable, toute la science à portée de clic, mais est-ce qu'on s'en saisit correctement? Et pour moi, c'est aussi ça le rôle de l'école et des adultes. Puzzle, un podcast du service recherche de l'INSPE de l'Académie de Lille Hauts-de-France. Épisode 7, Au-delà des mots. Il peut déjà nous être arrivé de nous retrouver dans un contexte où nous ne comprenions ni la langue, ni les codes d'un environnement. De nous sentir perdus, gênés, exclus. Si on pense spontanément au voyage, cela peut aussi se produire dans certains contextes spécifiques qui témoignent d'une culture et d'une langue que nous ne maîtrisons pas. L'école ne fait malheureusement pas exception. Pour évoquer cela, nous accueillons dans cet épisode de Puzzle Céline Beaugrand, maîtresse de conférences au laboratoire Savoir, Texte, Langage de l'Université de Lille et enseignante à l'INSPE de l'Académie de Lille Hauts-de-France sur le site de Villeneuve-d'Ascq. Aujourd'hui spécialisée en sciences du langage et didactique du français langue étrangère et seconde, Céline a été auparavant enseignante de français langue seconde en unité pédagogique pour élèves allophones arrivants, aussi appelée UPE2A, c'est-à-dire auprès d'élèves nouvellement arrivés en France et parlant d'autres langues que le français, puis formatrice sur cette thématique dans l'Académie de Lille. Elle va nous parler aujourd'hui des recherches qu'elle mène pour favoriser l'inclusion des élèves allophones en contexte scolaire. Bonjour Céline. Bonjour Florène. Pour commencer, peux-tu nous parler des UPE2A, donc des élèves qui y sont accueillis et de ce qui s'y joue ? Alors en quelques mots, les UPE2A, donc les unités pédagogiques pour élèves allophones arrivants, sont des dispositifs qui existent dans l'éducation nationale pour accueillir des jeunes enfants migrants qui arrivent sur le territoire et qui ont besoin de cours spécifiques pour mieux maîtriser le français, de manière à pouvoir être inclus dans les classes ordinaires avec les autres élèves de leur âge. Donc ce sont des dispositifs qui accueillent, alors chaque année au niveau national, on a un nombre croissant d'élèves allophones, puisque sur l'année 2022-2023, le ministère avait recensé environ 89 500 élèves en école primaire et secondaire. Et donc, pour accueillir ces élèves dans les meilleures conditions possibles, on va les inscrire dans une classe qui est leur classe d'âge, en classe ordinaire avec les autres élèves français, et puis on va aussi leur dispenser des cours qui vont porter sur le français, alors français langue seconde, c'est la terminologie qu'on utilise dans l'éducation nationale, et français langue de scolarisation, dont on reparlera, j'imagine, tout à l'heure. Pour ces élèves, l'enjeu, c'est vraiment de pouvoir maîtriser cette langue scolaire qui va leur permettre de comprendre ce qui se passe dans les classes ordinaires, dans les cours de mathématiques, de français, d'histoire, de géographie, et de pouvoir suivre progressivement la totalité des apprentissages, et donc parvenir à une inclusion complète dans les classes ordinaires. Au regard de ces enjeux-là, à quoi toi tu t'intéresses plus spécifiquement dans tes recherches ? Alors justement, la langue de scolarisation, puisqu'on a tendance à parler souvent de français langue étrangère pour désigner le français comme une langue vivante qui doit être maîtrisée de la même manière que nous, on peut apprendre l'italien, l'espagnol, le portugais. Mais pour les élèves en milieu scolaire, en fait, c'est une autre perspective qu'on aborde, puisqu'on va aussi apprendre la langue qui va permettre de pouvoir mieux lire, mieux écrire et comprendre les cours. Et donc c'est pour ça qu'on parle de français langue de scolarisation. Ça inclut également des questions qui sont liées à l'écrit, à la littératie, puisque ces élèves vont non seulement devoir apprendre à parler, mais aussi à lire et à écrire dans cette langue qui n'est pas leur langue première. D'où la notion de français langue seconde. Ce qui est important aussi pour ces élèves, c'est qu'on va en fait devoir développer une pédagogie un peu spécifique dans ces fameuses unités pédagogiques pour élèves allophones arrivants, les UPE2A, de manière à leur apporter un outillage à la fois linguistique, mais aussi méthodologique, pour que l'inclusion puisse se faire dans de meilleures conditions. Et à ce propos, ce qu'on peut noter, c'est qu'il y a un relatif déficit par rapport à la fois aux outils qui existent pour que ces élèves soient le mieux accompagnés possible, et puis également aussi un déficit de formation du côté des enseignants, alors surtout les enseignants de classe ordinaire qui vont accueillir ces enfants par la suite dans les cours de maths, les cours de français ou même les cours de sport, et qui n'ont pas forcément eu dans leur formation initiale ou continue en fait des éléments pour mieux connaître ce public à besoins spécifiques. Alors un autre point important, c'est qu'on n'a pas du tout de programme officiel pour ces dispositifs. Donc il n'y a ni référentiel ni programme national.
Donc les enseignants qui travaillent dans ces dispositifs doivent pouvoir être en capacité de concevoir leurs cours, leurs objectifs, leurs supports. Donc c'est un dispositif qui est extrêmement intéressant et prenant, mais aussi très insécurisant quand on n'a pas d'expérience. D'où l'idée de pouvoir travailler sur ce qui va permettre à ces enseignants de mieux identifier les besoins de ses élèves et de déterminer des objectifs et des contenus de cours pour les aider justement dans la perspective de l'inclusion dans les classes ordinaires. Et donc voilà, c'est vraiment cet objet-là qui m'a intéressée, qui m'a questionnée et sur lequel je me suis penchée dans mon travail doctoral, parce que en fait, ça correspondait vraiment à un besoin que moi j'avais ressenti quand j'étais en dispositif. Oui, c'est le lien avec ta pratique professionnelle finalement, ça t'a permis de faire ce pont. Ouais, tout à fait. Puis avec les échanges aussi avec les autres collègues, et puis de manière plus générale au niveau académique, on se rendait bien compte qu'il y avait un déficit de support aussi. Et donc voilà, il y avait vraiment un intérêt, on va dire, professionnel avant même un intérêt de recherche. Et l'idée d'avoir un projet qui puisse vraiment s'inscrire dans quelque chose qui allait avoir une fonction vraiment utile pour les enseignants, d'avoir une fonction, une finalité, une application de cette recherche pour que ça puisse servir le mieux possible à la fois aux enseignants et puis in fine aux élèves. Avec les objectifs que tu viens d'évoquer, comment tu as approché ton sujet, avec quelle méthodologie ? Alors, je me suis appuyée sur une méthodologie qui existait déjà dans un sous-domaine du français langue étrangère qui s'appelle le français sur objectif spécifique. Au départ, c'est une méthodologie pour pouvoir justement développer des cours spécifiques en français dans des contextes professionnels. Donc par exemple, pouvoir former des infirmières espagnoles qui viennent travailler à l'hôpital ou des professeurs qui vont intervenir dans des universités françaises, dans des domaines universitaires. Et donc pour qu'on puisse définir ces objectifs, il y a une démarche qui existe qui part de l'analyse des besoins des acteurs qui vont manipuler cette langue, qui fait une analyse précise des différentes situations dans lesquelles cette langue est parlée, et qui va ensuite en dégager des contenus, des objectifs de cours et puis du matériel pédagogique. Donc c'est une méthode qui s'apparente vraiment à l'ingénierie de formation et qui me paraissait tout à fait pertinente de transposer dans un contexte scolaire pour justement avoir, sur le plan scolaire, pour ce public-là spécifique des élèves allophones, justement des objectifs spécifiques et prioritaires, une meilleure connaissance des situations dans lesquelles ils sont inclus dans les classes ordinaires, dans les différentes disciplines, et puis, in fine, de pouvoir réfléchir à du matériel et des supports didactiques qui pourront être mis en place dans les UPE2A de manière à mieux les préparer à l'inclusion. Ce que je comprends de ce que tu nous dis, c'est qu'en fait, il y a des objectifs spécifiques à la langue, alors que c'est vrai que traditionnellement, on se dit que ça sert juste, entre guillemets, à communiquer, et qu'il y aurait du coup une attention particulière à porter, non pas seulement aux mots, mais aussi au discours, à la communication non verbale, à des situations plus larges. Du coup, c'est une vision différente, des points d'attention différents qui apparaissent avec ce fameux FOSS. Oui, tout à fait. C'est vraiment l'idée d'aller au-delà des mots, de ne pas se limiter justement à une approche lexicale et de pouvoir considérer les situations dans lesquelles on communique, à la fois d'un point de vue langagier, puisque c'est quand même mon domaine, les sciences du langage, et on analyse le discours, mais de considérer que la communication, elle se fait aussi dans un contexte particulier avec des fonctions particulières, et que par exemple dans le domaine scolaire, la langue, elle sert certes à communiquer, mais elle sert aussi à construire des apprentissages, à raisonner, à être capable de structurer sa pensée, et c'est aussi le vecteur des apprentissages pour toutes les disciplines. C'est la langue qui est mobilisée par le prof de maths, par le prof de français, par le prof d'histoire, pour construire des connaissances disciplinaires et pouvoir organiser les apprentissages, passer les consignes. Donc tous ces éléments de langage sont à la fois liés à un contexte scolaire particulier, mais aussi à des cultures disciplinaires particulières. Et donc c'est ça qui m'a intéressée dans l'objet que j'ai étudié. Et puis, comme tu l'as dit, au-delà de l'aspect langagier, c'est aussi de voir que la communication, elle passe aussi par des aspects non-verbaux, qu'on communique aussi avec les gestes, avec le visage, avec les mimiques, et puis qu'il se passe aussi des choses dans l'environnement scolaire qui échappent aux mots et que l'élève doit pouvoir percevoir pour pouvoir comprendre les codes et s'inclure et entrer dans une communauté scolaire et aussi une communauté disciplinaire. Donc pour pouvoir aborder cet objet d'étude assez complexe que j'ai appelé situation scolaire, donc c'est une terminologie que j'ai empruntée à d'autres chercheurs, Chantal Parpette et Robert Bouchard, qui avaient déjà travaillé sur ces objets d'études-là. Donc j'ai utilisé des outils qui viennent des sciences du langage notamment, et par exemple la notion d'acte de parole, qui est une notion qui existe déjà depuis quelques décennies dans les sciences du langage,
qui a été initié au départ par des chercheurs, notamment Austin, qui est un philosophe, et puis Searle, qui ont travaillé justement sur l'utilisation de la langue dans la vie courante. Donc au-delà simplement d'une analyse lexicale ou grammaticale de la langue, l'idée c'est de s'intéresser vraiment à l'utilisation pragmatique de cette langue et de voir que la langue sert aussi à faire des choses, d'où le titre, d'où l'ouvrage « Quand dire, c'est faire ». Et donc c'est un des éléments principaux sur lesquels je me suis appuyée et sur lesquels d'autres chercheurs ont également travaillé en contexte scolaire, notamment des chercheurs britanniques qui ont justement identifié les différents actes de parole qui étaient en jeu dans des situations de classe. C'est-à-dire que la situation scolaire est très ritualisée finalement. L'enseignant va avoir des routines, il va utiliser la langue pour poser des questions, pour évaluer les réponses des élèves, pour pouvoir réguler la vie de la classe. Et donc toutes ces routines finalement sont assez bien identifiées depuis déjà quelques années. Et donc moi ce qui m'intéressait c'est d'utiliser cet outillage-là et puis d'aller au-delà et de pouvoir le mobiliser dans le contexte des disciplines que j'ai plus particulièrement étudiées dans ma thèse. C'est quelle discipline ? On prend un peu d'avance sur la suite, mais... Alors j'ai choisi de travailler sur des disciplines qu'on dit non linguistiques. Alors, c'est une terminologie qui est un peu maladroite, qui est d'ailleurs remise en question. Mais l'idée c'était d'aller dans d'autres matières que la langue elle-même, c'est-à-dire ni les cours de langue ni les cours de français, mais d'aller voir ce qui se passait d'un point de vue langagier dans des cours comme les mathématiques, les sciences ou l'histoire-géographie. Et dans des contextes ordinaires, c'est-à-dire de ne pas aller dans un dispositif particulier qui accueille ces élèves allophones, mais plutôt dans des classes où il n'y a pas d'élèves allophones, et de voir ce qui s'y joue du point de vue oral, du point de vue écrit, et finalement mieux analyser le contexte dans lequel les élèves allophones vont être ensuite inclus et vont devoir apprendre à communiquer et à construire des savoirs avec des autres enfants de leur âge francophones. Justement, à quoi tu t'intéresses de façon très concrète, puisque finalement, là, tu viens soulever avec ces recherches beaucoup d'implicites, en tout cas des choses que nous, on n'interroge pas nécessairement. Oui, c'est ça qui était intéressant aussi, c'est-à-dire que de pouvoir aller observer et filmer, puisque les données qui ont été collectées ont été captées par vidéo et par audio, mais ça a permis de pouvoir interroger les aspects non-verbaux qui étaient en jeu dans la communication, et puis aussi de pouvoir voir que le discours de l'enseignant dans la classe n'était pas uniquement un discours oral, que c'était un discours à la fois oral et écrit, qu'on appelle oralographique. Donc là encore, c'est une terminologie qui vient de Robert Bouchard, et qui désigne en fait tout ce qui va être en jeu quand l'enseignant parle sur de l'écrit. Puisque finalement, quand on regarde une situation de classe, on se rend compte que l'enseignant va commenter un document, va interroger les élèves sur un texte, il va demander aux élèves de commenter une carte, une frise, un graphique. Et donc, l'oral et l'écrit sont en permanence imbriqués dans les classes. Et c'est une difficulté spécifique pour l'élève allophone finalement, puisqu'il va devoir à la fois comprendre ce qui se passe en interaction orale, mais aussi être capable de comprendre les documents sur lesquels porte cet oral. On parle aussi d'univers plurisémiotique, puisque quand on parle d'écrit, mais ce ne sont pas simplement des textes. Dans les classes, dans les disciplines, on montre des cartes, on montre des frises, des schémas, des croquis. Et donc l'écrit est aussi organisé différemment, et ça nécessite aussi des compétences langagières particulières pour être capable de commenter, d'écrire un schéma ou d'expliquer une carte, ou simplement de rendre compte, par exemple, d'une expérience qu'on va mener. Et là, c'est ce qu'on appelle plutôt la dimension praxéologique, puisque la langue va aussi servir à poser des mots sur des actes. Donc la praxis, les actions, les gestes. Et dans ce cas-là, effectivement, ça va amener un autre type de discours qui va être beaucoup plus elliptique, puisque le geste va se substituer à la parole, y compris du côté de l'enseignant. Et ça va rendre les choses beaucoup plus imprécises finalement pour ces élèves allophones qui ne vont pas forcément avoir les mots pour expliquer ce qui est mis en jeu, par exemple dans une expérience scientifique ou même dans un cours de sport quand on a des actions qui sont réalisées et pour lesquelles il faut aussi, dans le cadre scolaire, pouvoir faire une part de verbalisation pour permettre la construction des connaissances. Donc finalement, le langage n'est pas juste un langage de communication, on en revient à cette idée que c'est au-delà de ça, un langage qui va avoir différentes fonctions et qui va nécessiter en fait des compétences particulières quand il est mis en jeu dans un cadre scolaire. Est-ce que tu peux nous donner un exemple plus concret d'une situation de classe qui illustrerait ce que cette entrée praxéologique ? Ouais, c'est vrai qu'on a tendance à jargonner quand on est dans un domaine particulier. Donc praxéologique, effectivement, en fait, c'est tout ce qui va concerner les gestes, les actions qui vont être menées et sur lesquelles on va également poser des mots et sur lesquels le langage va venir en fait éclaircir, expliciter certains éléments.
Un exemple concret, quand on manipule un ordinateur, quand on est en cours d'informatique avec les élèves, il faut que les élèves puissent réaliser une série d'actions, ouvrir leur ordinateur, ouvrir leur session, entrer leur mot de passe, leur identifiant. Il faut pouvoir cliquer pour ouvrir un fichier. Et donc, toutes ces actions, l'enseignant les verbalise pour pouvoir accompagner les élèves, à la fois dans la maîtrise de l'outil informatique, et puis ensuite, dans des fonctions qui sont mobilisées même dans des cours, où l'ordinateur est utilisé et puis on se réfère à tel ou tel fichier, tel ou tel dossier. Donc quand on a ces situations-là, il y a effectivement un vocabulaire, on va dire, un peu métacodique, c'est-à-dire qu'il faut comprendre ce que ça veut dire cliquer, fichier, dossier. Et puis aussi, on va avoir une manière particulière de structurer la langue. C'est-à-dire qu'on va dire, tu vas ouvrir le dossier élève, la date du jeudi, tu vas ouvrir le fichier 1 dans le dossier 2, et on va donner des codes, on va numéroter les dossiers, et même on va les introduire sans nécessairement faire des phrases complètes. Et donc ça va à la fois, ça peut être déroutant pour l'élève allophone, parce qu'on a une succession finalement de groupes nominaux qui vont se succéder sans qu'on sache vraiment comment ils s'emboîtent. Il n'y a pas forcément d'article. On ouvre le dossier élève, alors qu'on apprend aux élèves allophones que devant il y a un nom, il doit y avoir un article, qu'il faut dire les élèves, un élève, et puis là, il n'y a plus d'article. Donc il y a vraiment une différence entre des usages courants et des usages disciplinaires. Et puis ça marque aussi des différences culturelles, parce que les élèves n'ont pas forcément cette culture-là de l'informatique et du numérique dans leur pays d'origine. Par exemple, en mathématiques, on utilise beaucoup GeoGebra dans le secondaire pour pouvoir travailler sur la géométrie. Et donc, il y a des fonctions particulières qui sont liées à ce logiciel pour pouvoir créer un segment, tracer un cercle. Et donc, toutes ces fonctions, elles ont aussi une dénomination particulière que l'élève doit maîtriser au-delà de la maîtrise de l'objet géométrique lui-même. Donc il faut savoir ce que c'est qu'un cercle, mais il faut aussi savoir comment on construit un cercle avec GeoGebra. À quelle fonction ça correspond, qu'est-ce que c'est qu'un bouton, comment on clique. Et donc c'est ce vocabulaire-là, en fait, qui a une dimension praxéologique. Parce que finalement, en fait, le dire et le faire sont complètement imbriqués. Et il faut que l'élève puisse à la fois comprendre les consignes qui lui sont données dans la classe, et puis aussi temporairement, parfois, épisodiquement, pouvoir les mobiliser dans des situations où c'est lui qui va devoir être amené à communiquer et à interagir, par exemple, avec ses camarades. Voilà un exemple concret de situation praxéologique. Oui, alors si on commence à dire et hop, quand on ouvre et qu'on ne clarifie plus, là on est complètement perdu. Ouais, tout à fait. C'est-à-dire que l'enseignant, par habitude ou par routine, va avoir tendance à avoir une ellipse, en fait, avoir des ellipses de l'implicite dans son discours. Il ne va pas forcément reformuler des phrases complètes, il va pouvoir effectivement avoir des onomatopées. Et parfois même, ce qui est intéressant dans ce que j'ai observé, c'est que lui-même, quand il manipule cet outil informatique, va complètement digresser. Donc il va commencer un cours, il va expliciter une consigne, et puis il va avoir un problème technique, et puis il va dire, bon alors voilà, on va regarder la carte, ah mince, ah non, j'ai zoomé là, ça va pas, je vais double-cliquer, ah non, je vais sortir. Et puis hop, ah bah oui, alors la carte. Et donc ces digressions de l'enseignant finalement, où il va commenter ses propres actions sur l'outil numérique, elles peuvent être très déroutantes pour l'élève allophone. Parce que finalement, il ne sait pas à qui il s'adresse. Est-ce que l'enseignant lui parle à lui ? Est-ce qu'il parle à l'ensemble de la classe ? Est-ce que c'est un discours pour lui-même ? Et c'est en ça qu'on dit aussi que le discours dans la classe est polylogal, en fait. Il va s'intéresser parfois juste à un élève ou à un groupe d'élèves, il va cibler toute la classe, voilà. Et donc, ce passage d'un interlocuteur à un autre n'est pas marqué dans la langue à l'oral. Il y a une espèce de continuum dans le discours, et c'est très compliqué pour l'élève allophone de se repérer et de savoir finalement à quel moment il est vraiment concerné par ce qu'on lui raconte. Oui, j'ai l'impression que tu soulèves beaucoup d'implicites qu'on n'interroge plus. Tu évoquais tout à l'heure le contexte culturel. J'imagine que ça a un impact aussi dans les situations de classe. Oui, bien sûr. Alors, il y a plusieurs aspects culturels. Déjà, il y a la culture scolaire dans son ensemble, ce que c'est que l'école à la française, qui n'est pas forcément vécue de la même manière par tous les élèves dans tous les pays. La façon d'apprendre aussi dans les disciplines. On a des approches très inductives, souvent problématisées dans les disciplines, alors qu'on peut avoir des élèves qui ont un vécu scolaire qui est beaucoup plus traditionnel, sans que ce soit péjoratif, où on va être plus dans des approches plus déductives, où on va faire le cours puis des exercices d'application. Et donc, ça peut être très déroutant pour les élèves. Et puis, il y a aussi une part des élèves non négligeables qui n'ont jamais été à l'école avant d'arriver en France. Ce qu'on appelle les élèves non scolarisés antérieurement.
Ça représente environ 20% des élèves qui arrivent sur le territoire. Et donc pour ces élèves-là, c'est non seulement une nouveauté d'être dans un pays qu'on ne connaît pas, mais aussi une nouveauté de commencer l'école. Et donc ils n'ont pas du tout de repères. Donc ils ne savent pas ce que c'est qu'une carte, ils n'ont pas de repères sur les champs disciplinaires qui peuvent être construits. Pour certains, ils ne savent même pas compter dans leur propre langue. Donc il y a tout à réapprendre, à la fois sur les savoirs, sur les connaissances, sur les méthodologies, et aussi sur les façons de penser, structurer la langue. Donc c'est vrai qu'on est là bien au-delà en fait, d'une langue purement communicative, et c'est en ça que le français de scolarisation constitue un objet particulier à étudier. Ouais, j'imagine même sur les interactions, en fait, comment solliciter l'interaction, comment formaliser des choses aussi. On a aussi tous et toutes le souvenir de devoir mettre en forme le cahier de telle façon et de devoir lever la main pour demander la parole. Oui, tout à fait. C'est encore, Alors, il y a des choses qui sont transversales, c'est-à-dire qui vont effectivement concerner toutes les disciplines. Comme tu le disais, de devoir, par exemple, comment on note une leçon, comment on met le titre, ce que c'est qu'une marge sur un cahier, de pouvoir compter des carreaux, de souligner en rouge, en bleu, de changer de stylo de couleur selon les professeurs, d'avoir des codes particuliers, de gérer un agenda, de noter ses devoirs, des devoirs qui sont au départ écrits puis petit à petit dictés. Ça c'est des éléments effectivement qui vont concerner tous les enseignants et qui sont aussi en fait des habitudes scolaires qui ne sont pas forcément connues par les élèves. Là, prise dans le fil de la discussion, on est parti sur des éléments plus généraux. Si on en revient à la linguistique, qu'est-ce que tu observes ? Oui, effectivement, on a parlé tout à l'heure des actes de parole et il ne faut pas oublier effectivement que je suis en sciences du langage et donc je travaille aussi sur des éléments langagiers linguistiques. Et donc dans les analyses de discours qui sont menées, il y a aussi des éléments qui sont vraiment beaucoup plus ciblés au niveau de la langue et de son usage dans les situations de classe. Alors ça peut être par exemple de remarquer qu'on a des utilisations spécifiques en contexte scolaire des temps. Quand on parle du présent, on dit que c'est un temps, le temps de l'énonciation, le temps qu'on utilise pour dire que c'est maintenant. Mais en fait, quand on est en cours d'histoire, on a aussi le présent historique. Donc on peut très bien parler des Athéniens en utilisant un présent. Ou alors dans les sciences, on va avoir le présent de vérité générale, qui est valable tout le temps, et pas juste à l'instant T. Donc il y a aussi là encore un décalage finalement entre des usages courants et des usages plus disciplinaires. De la même manière, on va avoir des phrases souvent très complexes pour caractériser des objets qui sont étudiés. Par exemple, quand on travaille sur les figures géométriques en mathématiques, très souvent on a des compléments du nom ou on a des subordonnées relatives. On va parler de la droite qui passe par le point A, ou on va dire le point passant par ou le coupant la droite. Donc on a des participes présents, des subordonnées relatives. Donc c'est des phrases finalement très complexes. Et quand on arrive pour l'élève allophone et qu'on lui apprend des phrases simples dans un premier temps, finalement, on est un peu en deçà de ses besoins par rapport à ce qui se joue dans la classe. Donc, de faire prendre conscience aux enseignants, à la fois les enseignants UPE2A, mais aussi des enseignants des disciplines, de la dimension langagière, finalement, dans la discipline et de ce qui se joue quand on fait un cours de sciences, un cours d'histoire, un cours de maths, ça va aider finalement à mieux adapter son langage, peut-être, à proposer des outils de différenciation, ou au moins à prendre en compte la difficulté de l'élève pour pouvoir comprendre le discours de l'enseignant. Merci beaucoup Céline. Merci Florène. Maintenant que nous portons un tout autre regard sur ce qui se joue en situation pédagogique, au-delà des mots, du lexique, et que nous venons de prendre conscience de la richesse de la dimension langagière, qui nous pousse à prêter une attention particulière à ce qui était pour nous évident, nous aborderons dans un second épisode les recherches menées par Céline, les besoins identifiés des élèves allophones et déconstruirons quelques idées reçues sur les langues et l'apprentissage. On espère que cet épisode vous a plu et vous a intéressé. Vous pouvez retrouver l'ensemble des ressources utilisées et proposées pour aller plus loin sur le site de l'INSPE de l'Académie de Lille Hauts-de-France dans la rubrique Recherche. À bientôt.